Mesdames, Messieurs, chers publics, ici présents, très nombreux, très réjouissants, également sur Internet, puisque nos conférences sont retransmises en direct sur notre site. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut national genevois. En qualité de membre de la section Sciences morales et politiques, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la deuxième conférence du cycle intitulé « L'éloge de l'arbre ». Ce cycle se terminera le 13 mars prochain avec la conférence de Jacques Tassin sur le thème « L'arbre au fil du sensible ». Pour cette deuxième conférence, j'ai l'honneur de vous présenter Roger Baire, bien qu'il soit déjà très connu, qui va nous entretenir sur le thème « Genève et ses arbres, une belle histoire ». Roger Baire est un passionné de la nature et plus particulièrement des arbres. Il préside depuis plus de 20 ans la Société suisse de dendrologie qui traite de la science des arbres. Il en est toujours, je crois, le président. Roger Baire est né à Genève, où il a effectué ses études jusqu'à l'obtention de sa maturité classique. Il fait partie donc des hellénistes de Genève. Roger Baire est né à Genève. Sa passion pour la nature s'est concrétisée avec de solides études à l'école polytechnique fédérale de Zurich et avec l'obtention d'un diplôme d'ingénieur forestier avec le brevet d'éligibilité section forestière. De retour à Genève, il compléta sa formation à l'Université de Genève avec l'obtention de certificats respectivement en matière d'administration publique et de développement durable. L'engagement de Roger Baire pour notre canton est impressionnant, tant à la tête du service des espaces verts de la ville de Genève pendant 20 ans, que par ses nombreuses publications ayant trait en particulier à la certification des forêts, la biodiversité des villes et la gestion du patrimoine arboré à l'aide de l'informatique. Qu'avec son mandat également politique très actif en qualité de député au Grand Conseil de notre canton pendant 12 ans, au cours desquels il a défendu sans relâche et de manière convaincante la préservation de notre environnement naturel. Ensuite, il a créé son propre bureau, Sequoia et Gardens, et il y poursuivit avec succès une activité de conseil en qualité d'expert. Depuis 2014, Roger Baire a intégré l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature en qualité de chef du secteur forêt et arbres isolés. Roger Baire a contribué de manière intense et avisée à sauvegarder et enrichir le merveilleux patrimoine arboré de Genevois, connu du monde entier. Et c'est ainsi avec enthousiasme et beaucoup de plaisir que je lui cède la parole. Merci bien. Alors, chère ancienne collègue et présidente du Grand Conseil, parce qu'on a quand même fait 12 ans ensemble sur les travées du Parlement, qui étaient des belles années, compliquées parfois, mais belles années. Merci pour cette introduction. Alors, c'est vrai que j'adore les arbres, je m'en occupe, j'essaye de faire au mieux, mais si je suis content d'être parmi vous ce soir, et je remercie l'Institut national genevois de m'avoir invité, puis vous, je vous félicite de vous intéresser à cette question,
C'est bien parce qu'avant que je m'occupe des arbres, heureusement, pendant plus de 3-4 siècles, il y a eu des familles genevoises et il y a eu des gens extrêmement passionnés qui s'en sont occupés et qui me permettent aujourd'hui de vous entretenir pendant quelques instants sur cette fabuleuse histoire entre les arbres remarquables et Genève. Alors très rapidement, je vais faire une petite introduction, un historique pour parler quand même de noms importants. Je vais vous parler de l'inventaire cantonal des arbres. Ça, c'est quand même un événement qui a commencé il y a plus de 50 ans et qui fait qu'aujourd'hui, on continue de conserver ces beaux végétaux et d'en avoir une connaissance toute particulière. Ensuite, je ferai un petit tour quand même d'horizon sur le canton de Genève et ses beaux arbres. Je ne vais pas pouvoir tous les présenter, mais ceux qui sont le plus visibles, ceux qu'on connaît le mieux et qui sont les plus intéressants. À Genève, quand on doit parler d'arbres ou qu'on veut s'exprimer sur les végétations arborées, on ne peut pas parler autrement que de parler d'histoire. C'est bien parce qu'il y a eu des gens avant nous, des familles patriciennes, des scientifiques, qui étaient des grands propriétaires terriens, je remonte là au XVIe siècle, et qui avaient d'immenses domaines, qui avaient un amour de la végétation. Bon, généralement, c'est vrai qu'ils avaient quelques moyens, ça c'est sûr, mais en tout cas, ils ne pensaient pas qu'à ça, et ils pensaient à leurs arbres et à leurs jardins et à leurs propriétés. Ces propriétés sont restées dans les familles, se sont développées. Avec le temps, certaines familles se sont éteintes, certaines propriétés sont revenues, alors soit elles ont été vendues, disparues, construites, soit elles ont été conservées, données à des collectivités publiques, au canton, beaucoup à des communes, avec un ordre de maintien et de conservation. Et ça, c'est pas dans beaucoup d'endroits au monde où on peut se targuer d'être même une petite mais une grande ville, avec à peu près en pleine ville 30% d'espaces verts. 30%, c'est beaucoup. Et ces espaces verts se trouvent généralement à moins de 10 minutes à pied de n'importe quelle habitation. Continuer mon histoire, ces communes, quand elles ont commencé à recevoir des parcs, à entretenir des promenades, eh bien, elles ont dû développer de l'entretien. Les propriétés privées, eux, ils avaient des jardiniers, ils avaient des fermiers, etc. Mais les communes, c'était plus compliqué. Et la première qui a commencé à vraiment mettre en place un service des parcs et promenades, qu'après aujourd'hui c'est le service d'espace vert, le service d'environnement, c'est la ville de Genève. J'en parle parce que j'y ai passé, sinon je n'aurais pas la même légitimité. Et le premier jardinier qui a été nommé, c'est en 1863, parce que la ville avait reçu, on en dira quelques mots, plusieurs propriétés qu'il fallait bien entretenir. Ensuite, là on est dans les années 1863, ça continue, et à partir des années 60, les choses sont bien en place, Genève se développe, et à ce moment-là, on attaque les 30 glorieuses, comme on dit aujourd'hui, avec nostalgie, mais en même temps avec une certaine critique, parce que Genève se construit, Genève démolit. Et à ce moment-là, la population réagit. Et c'est assez intéressant de voir que, étant entouré de belles propriétés, ayant toujours côtoyé des gens qui aimaient les arbres, qu'on parlait, eh bien, il y a à Genève un sentiment pour l'arbre qui est absolument extraordinaire. On n'est pas les seuls, je vous rassure, mais c'est bien développé. Et ça s'est tellement développé qu'il y a eu tellement de pression par rapport aux abattages intempestifs des années 60 que ça s'est concrétisé par une loi au Grand Conseil sur la protection de la nature et des végétaux. Et ensuite, de cette loi est parti un règlement qui date des années 70, qui a été revu et renforcé en 1999. Et aujourd'hui, c'est le règlement sur la conservation de la végétation arborée, qui protège tous les arbres isolés de Genève. Bien sûr que la forêt, c'est autre chose, elle est protégée par une loi forestière, aussi très sévère, mais qui date de 1850, donc bien avant. Et ces deux éléments font que, quand on est à Genève, eh bien, les arbres sont bien protégés, même s'il y a tout le temps des réactions, puis que ça critique à droite à gauche, qu'on en coupe trop, mais ça il y aura peut-être d'autres raisons, on abordera la question. Ensuite, ce règlement qui était mis en vigueur, qui a été très bien appliqué, eh bien, dans les années 2005-2010, il a été complété par 8 directives extrêmement strictes, extrêmement sévères, et qui disent tout ce qu'il y a le droit ou pas le droit de faire avec les arbres. Voilà.
Donc, c'est une introduction un peu longue, mais à mon sens, elle doit poser le contexte. Maintenant, sur la partie historique, je vais aller un peu plus vite, mais quand même, il faut rendre hommage à tous ces personnages que je vais citer ici. Le premier, je vais citer, c'est De Candolle, qui a son buste, ovation, vous le reconnaissez là-haut. Et De Candolle, c'était une dynastie. Le premier, je ne l'ai pas cité, parce que j'ai commencé par Augustin Pyramus, qui a créé le jardin botanique, et qui a ensuite eu son fils Alphonse, qui a presque été encore plus doué que lui en botanique. Ensuite, Casimir, le dernier. Il y a toujours des De Candolle à Genève, bien sûr. Ils sont plus banquiers, gestionnaires, mais il y a quand même encore quelques-uns qui s'intéressent à la dendrologie. Donc, De Candolle, son père était syndic. On est dans les années avant la Révolution, pendant l'occupation française. Et voyant son fils très intéressé à la nature et tout, il s'est dit, mais il ne peut pas rester là, ça va mal se passer. Et il aurait voulu l'envoyer à Paris, au Jardin des Plantes, qui était la référence en Europe, après Kew, mais bon, il y a toujours eu Angleterre, France, mais c'était les références. Et il a quand même été directeur du Jardin botanique de Montpellier. Et là-bas, il y a eu des gens, c'était un des premiers jardins botaniques associés à une faculté de médecine, et il a fait ses premières armes là-bas. Il est revenu une fois que Genève s'est calmée, que les Français étaient partis, que la Confédération nous a acceptés. Et à ce moment-là, 1817, dans le parc des Bastions, à côté de l'université, il reçoit la mission de créer le jardin botanique avec le succès qu'on sait. De Candolle, c'est une référence mondiale. Vous allez n'importe où, parler de plantes, parler de Candolle, tout le monde, ah oui, Genève, etc. Donc c'est quelqu'un magnifique. Ensuite, il était prof d'Uni, sa lignée aussi, et c'était un homme plutôt. La statue, elle n'est pas très représentative. Ils ont montré quelqu'un qui était un espèce de mentor, un grand ténor, mais c'était plutôt quelqu'un de discret, de timide, mais extrêmement érudit. Et il donnait l'exemple, il parlait des plantes, et il faisait envie à tout le monde. Si bien que dans les propriétés, les gens se disaient, si là-bas ils ont amené un tel arbre des États-Unis ou de Chine ou d'Asie, nous on va aussi en planter. Et c'est lui qui a lancé cette émulation pour les plantes, parce que chacun dans sa propriété, que ce soit des piquetets, des saussures ou autres, ils avaient aussi envie d'arbres. Et comme c'est des gens qui voyageaient, ou qu'il y avait des gens qui avaient voyagé pour eux, pour le Nouveau Monde, pour l'Asie, ils ramenaient des plantes, et les propriétés genevoises se sont comme ça enrichies en 150-200 ans d'une arborisation absolument magnifique. Bon, je ne vais pas faire toute la soirée sur De Candolle, je pourrais, mais d'ailleurs, ça me fait juste penser que De Candolle, il avait créé la Société des Arts, et il représentait les patriciens. Et James Fazy, qui lui a fait la Révolution, a fait la Genève moderne, enfin, on ne va pas vous parler de James Fazy, que vous connaissez, lui, pour embêter et contrer De Candolle, eh bien, il a créé l'Institut national genevois, qui était évidemment la partie plutôt radicale. À l'époque, les radicaux, c'était les opposants. Bon, finalement, ils ont quand même réussi plutôt à s'entendre. Surtout, ce qui est magnifique, c'est que les deux sociétés, elles existent encore. Et puis, quand je vois le monde qu'il y a, c'est superbe, quoi. Alors, autre personnage à citer absolument, c'est De Seillon, Jean-Jacques De Seillon. Lui, il habitait le parc Beaulieu. Et il était le représentant politique de Genève à Paris, mais bien avant qu'on soit suisse. Et lui, il avait des liens avec des jardiniers, des botanistes, et il a reçu le premier cèdre, enfin un des premiers cèdres du Liban, qui était arrivé du Liban en Angleterre, et d'Angleterre, donc de Kew Garden, au Jardin des Plantes. Et là, il y a toute une petite histoire qui est racontée, que le cèdre, il est arrivé dans un chapeau jusqu'à Genève et il l'a planté. Toujours est-il que ce cèdre, à côté de la maison de Beaulieu, qui est un espace vert de la ville où maintenant il y a une école, il a été planté en 1735 et il est encore magnifique. Donc Jean-Jacques De Seillon, lui, politiquement, après, il a créé la Société pour la paix, et surtout, il était contre la peine de mort, il était très, très fortement engagé là-dessus. Donc, c'était bien un patricien genevois. Edmond Boissier, aussi un nom incontournable, il est à gauche ici, au Jardin botanique aussi. Edmond Boissier, je pense que c'était une des plus grosses fortunes de Genève. Il a épousé une fille Budet. Budet, ça allait du lac jusqu'à quasiment Ferney. Et puis, donc, il avait des gens qui géraient ses affaires, et lui, c'était un passionné de plantes. Donc lui, toute sa vie, il a fait de la botanique et de la dendrologie. Il a fait Flora Orientalis, il a été faire la flore dans des conditions on n'ose même pas imaginer, jusqu'au fin fond de l'Asie mineure.
Et pour moi, pourquoi j'ai une certaine admiration pour lui, c'est qu'à un moment, il a décidé de partir dans le sud de l'Espagne. Il avait entendu parler de pinsapar, de sapin d'Espagne ou comme ça, puis il s'est dit, je vais quand même aller voir. Mais il faut imaginer, en 1835, il prend ses carrosses, il prend sa femme et il part. Il faut savoir qu'à l'époque, déjà le bois de la Bâtie, c'était dangereux. Je ne vous parle pas qu'on arrivait à Lyon puis on continuait. Donc il est allé jusqu'au sud de l'Espagne et il s'est fait montrer les pinèdes, enfin les sapinières qui étaient dans les montagnes là-bas, et il a découvert ce sapin, qui est qu'on appelle sapin d'Espagne, qui s'appelle Abies pinsapo, de l'espagnol pinsapar, et Boissier, parce que c'est lui qui l'a déterminé. Il l'a ramené, il est retourné, il en a encore ramené, et puis à cette époque-là, il habitait sur Choulais, la campagne, on dit la campagne Boissier, mais c'est la propriété, le lieu dit, c'est Miolan. Et il a commencé à planter ses sapins d'Espagne là-bas. Ce qui est un peu plus triste pour lui, c'est que la deuxième fois, quand il est retourné là-bas en 1848-49, son épouse est tombée malade et puis elle est restée là-bas, donc elle est décédée là-bas. Il est revenu avec son arbre. Mais après, le sapin d'Espagne qu'il a planté chez lui, aujourd'hui, il n'y en a plus qui sont vivants de l'époque, parce qu'ils sont tombés, mais tombés dans les années 70-80. Moi, je les ai encore vus. Mais par contre, il y a une petite forêt qui a été replantée, et surtout, très vite, cet arbre qui poussait assez rapidement, qui était extrêmement ornemental, très décoratif, avec ses aiguilles entourées autour du rameau, on dirait des brosses, comme ils sont en écouvillon, on appelle ça, et de toute l'Europe, des graines sont parties de chez Boissier pour les pépinières, et c'est un arbre qu'on trouve partout. Et en plus, aujourd'hui, il est d'autant plus intéressant que c'est un conifère qui supporte le sec et le calcaire. Donc c'est généralement ce qu'on trouve plutôt dans nos régions. Et c'est un arbre, il est même assez résistant au froid, encore que ça dépend, il y a des fois des variétés, pas tellement. Mais enfin voilà, sapin d'Espagne, magnifique. De Saussure, connu pour son Mont Blanc et ses sciences, mais lui je le cite parce que son père, il a planté le premier catalpa, une espèce qui vient des États-Unis. Il fallait le faire, un catalpa, c'est ces grandes feuilles vertes avec des magnifiques fleurs blanches au mois de juillet, qui ressemblent à des orchidées, elles sont sur un arbre, et puis ensuite il y a le fruit, qui est une espèce de gousse, on dirait des petits cigares. Enfin, quand on était au Poly, notre prof de dendrologie, on faisait une excursion dendrologique dans les premiers semestres. Sur les quais, il y avait une cinquantaine de catalpas. Et lui, bon, c'était un fumeur en plus, mais il parlait de Brissago-baum. Les Brissago, c'était ces cigares tordus, et les fruits faisaient penser à ça. Donc moi, le catalpa, depuis cette époque-là, je n'ai jamais oublié. Ensuite, plus récemment, quand même cité la famille Micheli, notamment avec sa propriété à Jussy, où Marc Micheli, qui a été maire très longtemps, qui était très impliqué dans la commune, il a créé un magnifique jardin botanique. Aujourd'hui, il en reste un petit quelque chose, plus tellement au niveau des plantes, mais au niveau de l'environnement. Et puis plus récemment, des gens qui continuent un peu cette lignée de dendrologie et de beaux arbres, c'est la famille Rothschild, avec le château à Preny. Et je les cite notamment parce que le beau livre qu'on a pu faire sur les arbres, ils sont intervenus, ils nous ont aidés. Donc ça méritait quand même une petite citation. Maintenant, quand je vous disais que ces arbres, ils étaient dans des propriétés superbes et puis que les villes en ont reçu, par exemple, typiquement William Favre, il était propriétaire du parc Lagrange. Quand il est décédé, il n'avait pas de descendants, mais il l'a donné à la ville de Genève en disant « ça restera un parc pour la population et il doit être fermé le soir ». Plantamour, une autre histoire, Plantamour, il s'est occupé du Léman, lui, il avait le parc Morpeau, mais la même chose, il a laissé son parc qui est à l'entrée des Paquis, si vous voulez, et je pense que les Paquis, déjà à l'époque, c'était un peu compliqué, parce que lui, il a dit, moi, je laisse le parc à la ville, pour les citoyens de la ville, mais alors surtout, il n'y a jamais de restauration et de vente d'alcool et même de boissons. Donc même qu'on avait, dans les années 90, vouloir vendre des boissons par des associations caritatives et autres, c'était assez compliqué. Donc le parc Morpeau, on ne pouvait pas trop. Ensuite, la grande propriété de Montrian, qui est au Grand Saconnet, une très belle collection d'arbres aussi. Alors elle appartenait d'abord au Budet, après au Turrettini, finalement à Agnauer, et dans les années 60, c'est venu à l'État. Aujourd'hui, c'est la résidence de la... Je ne crois pas que c'est l'ambassadeur, mais le consul du Brésil. Et c'est à moitié ouvert. Si on demande, on peut aller visiter. C'est pas barricadé, en tout cas. Et il y a des beaux arbres. Et l'État s'en occupe un peu.
Après, il y a des promenades moins prestigieuses. J'aime bien parler de la promenade des Bastions, parce que bon, c'était quand même autour de l'université, mais c'était plutôt des terrains vagues, et c'était des utilisations plutôt militaires. C'est là qu'on a fini les personnes qui ont essayé de nous attaquer à l'escalade. Enfin, c'était pas que très sympathique. Mais après, avec la création du jardin botanique, en 1817, il vient de fêter ses 200 ans, eh bien évidemment, c'est devenu une collection d'arbres, c'est devenu un aménagement. Aujourd'hui, je dirais presque que l'aménagement, il n'est pas très tranquille parce qu'il y a une telle quantité de manifestations que le gazon, il a juste de la peine à essayer de résister d'une manifestation à l'autre. Mais enfin, ça reste un parc au centre-ville qui héberge une collection d'arbres magnifique. Ensuite, la promenade de la Treille, ben ça, j'aime bien en parler parce que c'est l'illustration de l'Europe qui devient calme. Après les guerres, après les disputes, au bout d'un moment, on réussit à se calmer. On est aussi 1820, même déjà avant, c'est plus calme. Et c'est cette treille qui est très très bien exposée au sud, qui hébergeait des canons, des guets pour surveiller l'ennemi qui arrivait par la plaine de Plainpalais. Ça ne devait pas être le meilleur endroit parce que c'était plein d'eau, mais bon, c'était quand même là-bas. Eh bien, à un moment, quand ils ont pu ranger les canaux, développer la ville, eh bien, c'est devenu une des premières belles promenades au pied du pouvoir, dans la vieille ville. Donc, après, ça a été plusieurs fois planté. Puis finalement, aujourd'hui, il y a toujours des marronniers qui résistent tant bien que mal. Et puis, justement, tous ces bastions, c'était d'abord des vocations militaires et ensuite, c'est devenu des vocations de parc. Alors, l'inventaire cantonal des arbres, c'est pas unique à Genève, parce qu'il y a des inventaires d'arbres partout, plus ou moins élaborés, plus ou moins suivis, plus ou moins bien faits. Nous, à Genève, on a eu la chance, avec la Société genevoise d'horticulture, qui avait une commission de dendrologie où il y avait des jardiniers, il y avait des maîtres jardiniers, il y avait des fonctionnaires et d'autres. C'était des passionnés, et eux, dans les années 60-70, ils ont commencé, donc de leur propre chef, à aller faire l'inventaire de tous les beaux arbres de Genève. Ils étaient une trentaine, ils faisaient ça le samedi, le dimanche, pendant leurs vacances, et ils n'étaient pas payés. C'était vraiment la passion, et ça a donné le livre Nos arbres, qu'on trouve encore un peu dans les bibliothèques, bien sûr, mais sinon, il est largement épuisé. Mais on le trouve parfois au jardin, dans le marché aux puces. Et là-dedans, il y a à peu près 300 arbres qui sont décrits. Malheureusement, bien plus que la moitié n'existe plus parce qu'ils sont tombés. Mais enfin, c'est la première base où, sur une base volontaire, les gens, ils ont récupéré ces beaux arbres dans des propriétés privées. Ils demandaient, il fallait discuter. Ils ont commencé par les endroits publics, mais aussi beaucoup de propriétés privées. Et ils ont, eux, sur une base, si un bureau technique ou un bureau d'ingénieur devait faire ça aujourd'hui, on ne pourrait même pas le payer, quoi. Et ils ont fait ça pendant une dizaine d'années. On parle de 182 000 arbres historiques, parce que certains existent encore, et dans l'inventaire actuel, qui lui est informatisé, puis évidemment un peu plus performant, eh bien, on les garde comme arbres historiques. Et finalement, ensuite, entre les différents services, la Société d'horticulture, la commission dendrologie qui a été très, très active pendant toutes ces années, ils ont pu faire cette publication parce qu'à un moment, le conseiller d'État de l'époque, qui est M. Duboul, il s'est dit « Ouais, c'est une bonne idée, je vous donne de l'argent et vous me faites le livre, le truc, etc. » Et ça s'est continué dans je ne me souviens plus maintenant, mais je crois que c'est 1990, quand il y a eu le fameux livre vert. Là, c'était un autre magistrat, mais c'était toujours les magistrats de l'agriculture. Et là, c'était M. Vellozer. Et ce livre, il est encore en référence aujourd'hui. Et pour les beaux arbres, il y a 2 ans, on s'est dit, il y avait toute une iconographie, des photos magnifiques qui avaient été mandatées par Mme Künzler, mais aussi par M. Bartassa. Et ces photos, avec un photographe professionnel qui s'appelait Thierry Parel, qui a été d'abord horticulteur et ensuite photographe, avec les collaborateurs, c'est là où je suis arrivé, on s'est dit, mais on devrait refaire un livre. Quand vous voulez faire un livre et que vous êtes fonctionnaire d'État, c'est la croix et la bannière. Donc, parce qu'évidemment, l'argent, il ne peut pas aller dans un livre. Donc, on a commencé par chercher de l'argent ailleurs. On a eu de la chance d'en trouver un peu. Les photos avaient été payées par l'État. C'était le propriétaire de l'État. Et on a fait cet ouvrage qui est sorti il y a 2 ans, qui présente une quarantaine
d'histoires liées à des beaux arbres, mais qui sont encore beaux, qu'on connaissait déjà il y a 30 ans ou 40 ou 50 ans, bien sûr. C'est des vieux arbres, souvent. Et puis, on a pensé faire un livre d'images. Alors, malheureusement, on en a fait 2000. Et puis, je crois qu'il n'y en a plus qu'une cinquantaine qu'on trouve avec chance dans les librairies. En tout cas, nous, au canton, il ne nous en reste plus. Ils ont été vendus, disparus, enfin, offerts, etc. Ce qui n'est pas plus mal, parce que comme ça ne remplit pas des armoires pour rien, puis ça donnera l'idée d'en faire un nouveau d'ici quelques temps. Donc voilà, 2017, un livre pour marquer les 50 ans de cet inventaire cantonal des arbres, qui existe toujours. Hein. Vous allez sur Internet, vous faites ICA, vous arrivez dessus, vous voyez les arbres. Et il y a même un système qui a assez bien marché, aujourd'hui un peu moins, où on demandait aux gens de nous signaler les beaux arbres. Parce que voilà, on ne pouvait pas tous les connaître. Et il y en a un certain nombre qui ont été signalés dans des propriétés privées, qui avaient encore patienté les gouttes de nos yeux avertis. Mais maintenant, ça se fait un peu moins. Alors après, pour vous dire la petite anecdote, cette possibilité de nous indiquer des arbres remarquables, il y a eu des abus. Parce que tout à coup, quand il y a eu toute la polémique Plaine de Plainpalais, enfin, quand la fin de la polémique de la Plaine de Plainpalais qui a duré 20 ans, il y avait des gens, on recevait des messages, mais tout à coup, il y avait 20, 30, 40 arbres magnifiques à aller vérifier. Et puis, oui, on était un peu débordés. Je regardais un peu ça, je regardais ça d'assez loin, en disant, ouais, je trouvais ça sympathique. Et puis très vite, je me suis dit, je vais quand même aller voir ces arbres, ce que c'était. Puis en fait, ouais, c'était une manipulation de notre système pour engorger l'État. Même il y avait des choses sympathiques. On nous dit, oui, mais dans 100 ans, cet arbre, il sera super. Ben, ouais, s'il est encore là, c'est sûr. Hein, mais alors, voilà. Donc ça, c'était plutôt amusant et plutôt une utilisation abusive de cette possibilité de nous signaler les beaux arbres que vous avez chez vous, quoi. Chez vous, que vous voyez au passage. Alors, maintenant, c'est des photos tirées de M. Parel. Alors, je fais un peu sa pub parce que c'est un magnifique photographe. Et je pense que il a fait des tellement belles photos, c'est parce qu'il est aussi jardinier à la base. Après, il a fait l'école à Vevey de photographe et tout. Et il nous racontait que pour les photos des arbres, sur un arbre, parfois, il a été plus de 30 à 40 fois. Par exemple, le fameux, je pense, le plus beau cèdre de Suisse, qui est à Satigny, et dont une des dames qui le voit tous les jours nous fait l'honneur d'être là parmi nous. Eh bien, cet arbre, il est allé 40 fois pour trouver une photo qui lui plaise. C'est un arbre qui est gigantesque et qui est magnifique. Bon, je reviendrai sur celui qui fait la page ici. Alors voilà quelques-uns de ces arbres. J'ai repris les dimensions les plus intéressantes. Généralement, c'est la circonférence. Alors là aussi, c'est amusant. Les arboristes, dendrologues, on calcule la hauteur de la circonférence à 1 mètre. Les forestiers, c'est à 1,30 m. On a un compas forestier, puis on fait les inventaires des forêts comme ça. Et c'est toujours marrant parce que le grand, il prend trop bas et le petit, il prend trop haut. Donc il faut chaque fois faire la moyenne, tous les 10-15 ans quand on repasse. Pour les arbres ornementaux, ben nous, nos amis dendrologues, on est aussi un petit groupe. Aujourd'hui, il y a une société dendrologique à Genève. Quand on voyage, on fait des voyages de 4-5 jours dans les coins où on va, on a toujours 1 mètre, puis on note. Et il y a toujours des photos, vous en avez 3 ou 4 qui sont en train de faire le tour pour voir s'il arrive à 8 mètres, s'il fait 12 mètres de circonférence, mais à 1 mètre. Donc voilà, un tilleul dans une propriété privée à Presinge, circonférence du tronc, 5 mètres 70, je ne vais pas chaque fois aller dans les détails, mais la hauteur, 25 mètres. Alors la hauteur, c'est intéressant parce que ces arbres ornementaux, ces arbres majestueux, ces arbres qu'on vénère, qui s'imposent par eux-mêmes, souvent, ils ne sont pas tellement hauts. Parce qu'ils ont poussé tout seuls. Alors, en poussant tout seuls, eh ben, ils se sont étalés, mais ils n'ont pas été chercher de la lumière. Si vous mettez un épicéa tout seul dans un terrain, bon, chez nous, ça ne va pas aller terrible, mais il va arriver à 20 mètres, 25 mètres. S'il est en forêt avec ses collègues et puis que tout le monde fait la course pour aller chercher la lumière au-dessus, ben, dans les mentales, ils atteignent 60 mètres. Et puis ensuite, ben, le forestier intervient, puis il enlève ceux qui dérangent pour laisser le beau accumuler du bois. Mais donc, l'arbre ornemental, c'est rare qu'il dépasse 30 mètres sur Genève. Bien sûr qu'un séquoia aux États-Unis, il va faire 120 mètres, mais chez nous, quand ils sont tout seuls, ils s'étalent, quand ils peuvent, ce qui est bien, mais ils n'atteignent pas des hauteurs magnifiques, enfin, extraordinaires.
Alors ici, c'est un de nos plus beaux pins noirs. Il est à Choulais, dans l'ancienne propriété Boissier. Peut-être que Boissier a participé à sa plantation, ça c'est pas très sûr, parce que c'est des bons terrains, donc les arbres poussent assez vite et sont souvent moins vieux que ce qu'on imagine. Mais là aussi, hein, c'est un arbre de 22 mètres. Cet arbre, j'aime bien en parler parce qu'il illustre la longévité, ça c'est sûr, mais il illustre aussi un certain nombre de personnes qui doivent s'entendre et se parler. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « cet arbre, il est super, il faut le garder ». Ensuite, l'arbre, il a sûrement un propriétaire, le terrain. Il faut que la personne qui est propriétaire, elle se dise « bon, vous me dites qu'il est beau, d'accord, il faut qu'on le convainque, il faut qu'il soit d'accord ». S'il a été planté pour sa grand-maman ou l'arrière-grand-maman, ça change tout, ça c'est plus facile. Et puis ensuite, ces terrains, c'est des terrains agricoles, il y a de l'exploitation, il y a un agriculteur. Et il faut que l'agriculteur, il soit un peu respectueux, parce que l'agriculteur, lui, évidemment, il veut faire du blé ou du maïs ou je ne sais pas quoi. Et puis, l'arbre, il lui prend de la place. Et lui, la place, c'est des francs, c'est des mètres carrés. Donc lui, avec son tracteur, chaque année, s'il peut aller plus près, il va. Donc là aussi, c'est des énormes discussions. Et là, le fermier de Miolan, il est super, parce qu'il est d'accord de laisser la surface qu'il faut par terre pour que cet arbre puisse continuer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas tellement de maintenir ces arbres. Ça, bien sûr, c'est notre job le plus important, mais c'est surtout de trouver la place pour qu'on puisse en refaire des beaux pour dans 100 ans. Et aujourd'hui, si on veut un arbre comme ça dans 100 ans, c'est en tout cas 100 mètres carrés qu'on doit bloquer. Mais quand vous savez le prix du terrain à Genève, puis qu'il faut bloquer 100 ans en mettant un arbre de 3,10 m, c'est des fois des discussions un peu compliquées, disons. Alors là, encore une fois, un arbre pas très courant à Genève, c'est un châtaignier, il est énorme, mais à Céligny, il appartient à une propriété privée, mais il est dans un champ, et là aussi, on a le propriétaire qui est d'accord de le ménager, de ne pas aller mettre ses vaches dessous, de ne pas aller passer le tracteur, la charrue, puis couper toutes les racines. Parce qu'on dit, un arbre, il a en tout cas des racines à l'aplomb de sa couronne. Et les directives à Genève par rapport à la construction, si on décide qu'un arbre doit être conservé, on doit se tenir à 1 mètre, voire 2 mètres de l'aplomb de la couronne. Alors c'est vrai que sur une parcelle, en ville, quand vous avez un arbre qui fait 15 mètres de couronne, vous faites x2, vous faites fois pi pour la surface, puis vous multipliez par en tout cas 1000 francs. Quand vous dites à l'architecte qu'il ne peut pas faire sa maison comme il veut, c'est un peu compliqué. Mais voilà, après, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc c'est pour ça qu'en ville, je pense que c'est plus difficile, il y a d'autres intérêts. Mais les parcs, il faut absolument les garder. Et je pense qu'en campagne, qu'on peut négocier avec les agriculteurs. Alors bien sûr que nous, l'État, comme quand on coupe un arbre, il y a une taxe qu'il faut remplacer. Si on peut replanter sur place, tant mieux. Mais quand vous cassez 10 villas pour faire 4 immeubles, c'est sûr qu'il n'y a plus la même place pour les arbres. Donc généralement, la valeur qui a été émise, elle ne peut pas être utilisée. Donc elle va à un fonds arbre à l'État, qui est aujourd'hui fonds arbre et biodiversité. Et avec cet argent, on peut participer à indemniser des gens pour qu'ils fassent attention à l'arbre, participer à des travaux, parce qu'évidemment c'est des travaux très chers, quand ces arbres sont anciens, qu'il faut monter dedans, qu'il faut aller élaguer les couronnes, qu'il faut les éclaircir, ça coûte de l'argent. Eh bien, pour le maintien du patrimoine arboré, on peut participer à ceci, et c'est très bien. Ici, très intéressant, des ifs. Donc les ifs, on les connaît, c'était une espèce vénérée, persistante, plantée souvent à côté des tombes, dans les cimetières, comme tout ce qui est persistant, ça représente la vie éternelle. Puis ceux-là, ils sont à Dardanie, à côté d'une maison qui appartenait encore à un Fazy, mais Henri Fazy, qui n'était pas aussi brillant que son oncle, mais il était quand même pas mal, parce qu'il avait acheté cette maison, et puis, alors, je ne sais pas, on ne connaît pas très bien. Il y avait ces deux ifs l'un à côté de l'autre, et par chance, ils n'ont jamais été touchés. Aujourd'hui, c'est l'endroit de la mairie de Dardanie. Et ces ifs, on peut donc aller les voir. Ils sont grands. Comme ils sont de loin, on dirait qu'il est vraiment énorme. Mais en fait, quand on s'approche, on voit qu'il y a 2 troncs. Mais c'est des arbres magnifiques. C'est des arbres qui ont souffert de 2 choses. Au Moyen-Âge, le bois était superbe pour faire des arcs, des arbalètes. Donc, autour des châteaux, c'était ratiboisé d'abord pour qu'on voit arriver les ennemis, puis surtout pour faire des arcs pour se défendre. Et puis plus tard, les ifs, qui est une des essences qui supporte le plus l'ombre. Donc, dès qu'il y a des oiseaux qui se baladent sur un arbre, quelques années après, dessous, il y a des ifs, pour autant qu'il y ait des baies pas trop loin. C'est un arbre, il
il peut germer, il n'y a vraiment pas besoin de lumière. Donc, il pousse lentement, il supporte, il fait son petit bonhomme de chemin. Mais, à part les baies, tout l'arbre est poison. Et donc, à l'époque où c'est les chevaux qui amenaient le charbon, la boisson, les commissions, les machins, eh bien, dans les villes, beaucoup plus en Suisse allemande qu'ici, on a supprimé tous les ifs. Il y a eu quelques accidents. Et même aujourd'hui, dans les champs, ben, on fait attention s'il y a des chevaux, ben, il n'y a pas d'ifs, quoi. Enfin, c'est sûr. Alors donc, ceux-là, autant les garder respectables. Le fameux noyer hybride de Meignier, voilà aussi un arbre. Alors celui-là, je m'en souviens très facilement parce qu'il a été planté en 1863. C'est quand le service des parcs de la ville a été créé. Et ils ont fêté ses 150 ans dernièrement. Là aussi, négociation avec l'agriculteur qui, sous l'arbre, avait des chevaux, avait du bétail. Et il a été d'accord de le protéger, non seulement de son bétail, mais aussi des gens, pour pas qu'il y ait du piétinement, parce que toutes les radicelles, toutes les fines racines qui sont sous la couronne, elles sont hyper importantes. Alors, le noyer, il a ceci de particulier, c'est qu'il dégage du juglon, une espèce d'hormone qui tue tout. Donc lui, généralement, il n'y a rien dessous. D'abord, l'ombre est très forte, mais en plus, il réussit à éliminer toute concurrence. Mais le piétinement des gens, ça lui ferait beaucoup de mal. D'ailleurs, aux États-Unis, dans les parcs, ils font des plattelages dès qu'il y a des gros arbres et que c'est visité, notamment les séquoias, mais aussi ailleurs, pour justement ménager le sol du piétinement. Donc là, on peut aller, mais il y a quand même une barrière, un petit élément qui dit qu'il faut faire attention pour ne pas piétiner le sol. Les cèdres, il y en a beaucoup, des très beaux à Genève. Et si peut-être que je peux encore dire deux mots là sur pourquoi un arbre est remarquable. Alors moi, j'ai toujours dit qu'un arbre, il devient remarquable par lui-même. Parce qu'à partir du moment où il a réussi à devenir vieux, grand, large, eh bien du coup, il impose le respect par lui-même et il n'y a plus de discussion. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il puisse passer les 100 premières années. Alors, ce n'est pas toujours évident. Alors, dans la classification arbre remarquable, ça a été fait par le service, même avant que j'arrive, hein, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Il fallait que ce soit des espèces exceptionnelles par la rareté, que ce soit une dimension exceptionnelle. Donc, on a comparé au niveau suisse exactement ce qui était aussi un arbre remarquable. On a aussi regardé en France, en Belgique, parce que là, ils sont extrêmement développés là-dessus. On ne dirait pas, mais il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ça. Et il y a encore de belles propriétés. Après, il y a le problème de moyens pour les maintenir. Ça, c'est un peu plus triste comme aspect, mais il y a en tout cas des belles définitions, des beaux arbres. Et ça mérite toujours d'aller visiter. Donc, la grosseur, la dimension, l'âge, c'est plus subjectif, parce que plus il est gros, mieux ça va, mais il y en a qui sont gros plus vite, mais c'est quand même important. Et puis, l'emplacement est également un critère. Et ceci vous donne une quantité de points, et en fonction de ces points, il devient remarquable ou pas. Alors, sur Genève, avec les derniers inventaires qui ont été faits il y a 2 ans, on a, dans cette catégorie arbre remarquable, 206. J'espère qu'on en aura plus parce les autres vont grandir. Il y a toujours les candidats. On essaye de voir quand on voit quelque chose qui a l'air original, qui est en bonne santé. Bien sûr qu'on essaie de faire en sorte qu'on puisse le protéger en utilisant tout ce qu'on peut, nos directives et notre règlement. Donc ici, les cèdres. Alors ça, c'est un cèdre amusant. Il est au cimetière de Saint-Georges et il est le long du pont Butin. Et c'est un cèdre de l'Himalaya qui est marrant parce qu'il est tout en lyre, et normalement c'est plutôt le cèdre du Liban qui est comme ça. De loin, on voit il a été bien travaillé, il est assez exposé à la bise, donc les arboristes grimpeurs sont quand même intervenus pour éclaircir un peu la couronne, enlever les doublons, faire que la bise passe à travers plutôt que s'arrête et le renverse. Mais quand vous êtes tout près, c'est un brillo et c'est absolument superbe. Mais encore une fois, oui, la hauteur, ça ne dépasse pas 27 mètres. Ensuite, un autre cèdre de l'Himalaya. Alors celui-là est dans un quartier critique, au Petit Saconnet, parce qu'il y a des tas de projets. Et voilà, on va encore profiter de le garder, mais c'est dans un coin qui est voué au développement. Alors c'est un peu compliqué. Moi, je le montre quand même, hein, parce que je l'aime bien. Ici, on est au golfe de Colonie. Alors moi, je ne fais pas de golf, mais j'aime bien le golf, parce que c'est des immenses surfaces où je suis au moins sûr que malgré certains projets débiles, il n'y aura jamais d'immeuble. Et ces arbres, ils vont encore avoir pendant quelques dizaines, centaines d'années de la place pour se développer.
Les gens qui vont jouer au golf, ben, ils ne sont pas à 62 000 au centimètre carré, donc au niveau du ménagement du terrain et du sol, c'est très bien. Après, ben voilà, il faut voir l'ouverture, que ça soit quand même accessible à un peu tout le monde. Mais tout ça, c'est des aménagements, c'est des discussions. Ça donne aussi une force à l'État d'intervenir puis de participer. Si on peut dire oui, mais la population peut de temps en temps avoir accès aussi, ben ça justifie que l'argent des impôts, il intervienne aussi là. Donc là, vous voyez, celui-là, il n'est vraiment pas très haut, hein, parce qu'il fait que 20 mètres, mais il est vraiment tout seul et il a fait que s'étendre. Mais il est en belle forme et il est joli. Alors voilà, le cèdre de Seillon, c'est celui qui est à Beaulieu, qui a été planté en 1735. Alors celui-là, j'aime bien raconter l'histoire. Je ne me souviens plus exactement quand c'était la grande neige à Genève, je crois que c'était 85, ouais, 5, quand il y a eu 1,50 m en un week-end. Ce pauvre cèdre de Beaulieu, ils ont des énormes branches étalées et ils se remplissaient de neige. Il y avait déjà eu des branches qui avaient cassé et finalement... on avait appelé les pompiers pour qu'ils viennent, bon, il n'y a pas d'incendie, mais qu'ils viennent avec leur véhicule pour l'arroser et faire tomber la neige. Et ça avait bien joué, il a eu de la casse, mais il y a même les branches devant qui se reposent, elles s'enracinent, elles marcotent, elles vont repartir s'il y a de la place. Aujourd'hui, c'est une école, on avait un problème à un moment, c'est qu'il y avait le préau d'école qui était dessous. Puis évidemment, tous les matins, il y avait un peu de branches par terre, le toilettage naturel avec le vent. Et puis finalement, moi j'ai dit, faut mettre le préau ailleurs. Puis voilà. C'était un peu compliqué, mais on a supprimé de la pelouse, puis on a gardé l'arbre. C'était très bien. Ça, c'est un de mes cèdres aussi préférés. Parce que celui-là, je pense que s'il faut donner une médaille d'or à un arbre, c'est celui-là. Il a été planté dans une immense propriété naville en 1820 pour un des fils. Et puis, on est à la rue Montchoisy. Je pense que si vous voyez, il y a, je pense, 50 000 voitures qui passent par jour, je ne sais pas combien de piétons, du parking. Il y a un petit emplacement, puis il est un peu surélevé, on a fait le trottoir derrière, mais je pense qu'il n'a pas 50 mètres carrés par terre. Et cet arbre, vous voyez l'âge, là on sait, c'est toujours le même, il y avait des croquis, il était au fond du jardin. La propriété va contre le haut, contre Chenbourg. Et ça s'est développé, Genève s'est développé, et puis celui-là, il a eu de la chance d'avoir eu le temps de se développer pour s'imposer. Et même encore aujourd'hui, malgré tous les projets de pistes cyclables, de parking, de changement de trottoir, de trucs et autres, le génie civil qui se fait plaisir, on a réussi à le maintenir. Et un des beaux moments aussi, c'était pas la neige, mais c'était la sécheresse estivale, une des premières, je pense que c'était 86 ou 7. Et un des chefs de secteur là-bas vient me trouver, puis il me dit « Ouais, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour arroser là-bas, mais il n'y a pas d'eau. » Puis je lui dis « inventez un truc, j'en sais rien, quoi. » Et puis on allait voir, il n'y avait pas d'eau, puis effectivement, et il a eu l'excellente idée, d'ailleurs, son fils est parmi nous là, il a eu l'excellente idée de me proposer des tonneaux. Alors on a pris 4 ou 5 tonneaux, je ne sais plus, ils les ont percés avec des clous, puis toutes les semaines, ils les remplissaient, chacun de 300 litres d'eau. Et tout ceci pendant 7 semaines. Et je pense que aujourd'hui, on devrait s'inspirer pour certains autres arbres de cette méthode, parce que les étés, comme on a eu l'année passée et celui d'avant, je suis assez sûr que cet été, on va de nouveau se plaindre de la chaleur, mais ces arbres, ils n'ont plus le terrain nécessaire qui peut faire éponge et les nourrir, avant la pluie, puis après. Donc, il faut absolument, si on veut les maintenir, qu'on amène de l'eau. Puis des fois, je rappelle un peu qu'on a juste un lac où il y a 1 milliard de mètres cubes d'eau à côté, mais enfin bon, visiblement, c'est trop loin, mais disons... Celui-là, en tout cas en 86, il avait perdu des aiguilles, mais il s'était très bien retapé. Et là, le chef de secteur avait eu une magnifique idée. Alors là, voilà, celui-là, on le photographie et on le montre parce que c'est un des plus grands, 36 mètres. Il est sur une propriété de l'État, au plateau de Frontenay, à Colonie, propriété privée. C'est la propriété de l'ambassade suisse à l'ONU. Alors c'est aussi, c'est pas tout à fait privé barricadé, mais on ne peut pas y aller n'importe comment. Et il est en bas d'une combe, si bien qu'il a dû bénéficier de l'eau de ruissellement, d'un excellent terrain. Il est un peu abrité de la bise, parce qu'il n'avait pas trop de voisins non plus, mais il a eu la possibilité, lui, de quand même atteindre 36 mètres. C'est un magnifique cèdre du Liban. Quand on arrive en haut chez l'ambassadeur, on le voit en bas, c'est absolument superbe. Là aussi,
magnifique arbre à Lancy, dans la propriété Micheli. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes Micheli de ceux de Jussy, mais ils sont quand même cousins, ils viennent en tout cas du même endroit à la base. Et là aussi, il y a un cèdre qui a été planté au XVIIe siècle par la famille qui s'est installée là, qui n'était pas encore des Micheli, c'était des Perdriau. Et là aussi, heureusement, la propriété est en campagne, elle est exploitée, la famille est très respectueuse. L'État, quand il faut, on donne un coup de main, on intervient un peu, parce qu'évidemment, l'arbre, de moment, il est quand même près de la maison, il perd des branches, il a fallu faire quelques aubanages, quelques élagages, et puis c'est un arbre qui est visible de tout le monde, donc là aussi, l'intervention de l'État se justifiait parfaitement, à mon avis. Là, encore une propriété d'un grand monsieur genevois, Ami Lulin, qui était aussi syndic, qui habitait à Gentot, dans le lieu dit le Saugy. Et là aussi, au fil des successions et des temps, c'est revenu à l'État. Et entre le train et la propriété, il y a ce magnifique cèdre du Liban, qui fait aussi 30 mètres et qui est au bord de la route. Il y a un petit chemin qui a été fait. Alors là, c'est très joli d'aller visiter. Puis en plus, on a du recul facilement pour faire des belles photos. Puis derrière la villa, aujourd'hui, c'est un office de l'État où on va pour les formations, puis les commissions pour les budgets. Enfin, c'est pas tout à fait utilisé n'importe comment, donc c'est bien. Puis évidemment que autour il y a la promenade. Alors la photo là, je pense que c'est une photo faite par quand il y avait l'engouement biodiversité, puis on s'est dit maintenant on fait des prairies, on ne tombe plus, parce qu'avant c'était tondu là. Hein. Alors maintenant on laisse faire. Puis si vous faites la photo une fois que les fleurs sont passées, évidemment que ça a moins d'allure. Enfin ce qu'il faut c'est surtout regarder l'arbre. Là on est de nouveau chez Boissier à Miolan, et c'est encore un de ces magnifiques cèdres. On pense aussi que il doit être contemporain, ça doit être dans les années 1800-1850. Je ne sais pas si Boissier, il ne se promenait pas trop parce qu'il était toujours dans ses bouquins, mais il a quand même dû voir, puis il a quand même dû participer d'une façon ou d'une autre à ces plantations. Il y a une des branches de la famille qui a fait un livre absolument superbe sur tout ce qui s'est passé là-bas, puis on est assez bien renseigné. Mais là aussi, le problème de ce cèdre, c'est qu'à un moment, il était tellement enchevêtré qu'il fallait aller l'aérer un peu de façon... Il fallait le ménager, mais il fallait faire que l'air puisse passer à travers, que la lumière puisse arriver plus à l'intérieur pour garder sa couronne. Et là encore, il fallait que l'agriculteur, l'exploitant, soit d'accord qu'on puisse intervenir dans son champ à un certain moment et que surtout, lui, il n'aille pas abîmer trop, aller trop près de l'arbre. Et ça, je dois dire que ça joue très très bien. Voilà, maintenant... Pour terminer, je dois être à peu près dans les temps, là, je regarde. Hein. On n'a pas d'arbre remarquable de séquoia. Or, j'adore les séquoias. Alors, c'est évidemment pas très malin, mais ils ne sont pas assez grands pour sortir du lot par rapport à ceux qui sont ailleurs en Suisse ou ailleurs en France voisine. Donc, il y a quand même, pour moi, les superbes du parc des eaux vives, qui me permet de raconter aussi une petite histoire, parce que j'ai beaucoup insisté sur le fait que les propriétaires ont fait des dons, des legs à la communauté, mais le parc des eaux vives, c'est autre chose. Là, c'était aussi un Favre, c'est celui qui a fait le tunnel, mais qui est mort avant la fin, malheureusement, puis qui était meilleur ingénieur que financier. Sa propriété, même après, ça s'est fini assez tristement, puis il a fait faillite. Et là, il y a eu la question... Qu'est-ce qu'on va faire? On était encore en dehors de Genève, mais les eaux vives s'étaient déjà développées. Il y avait le parc Lagrange qui était là. Et finalement, c'est la commune des eaux vives qui a décidé de faire souscription publique. Bon, il y a 1 ou 2 banquiers voisins qui ont aidé à démarrer. Ça, c'était presque à ta vie, je dirais. C'est normal, ça ne m'étonne pas. Puis, on a les noms, mais ils restent discrets, c'est bien. Et puis ensuite, la commune, elle a mis plusieurs fois, j'avais une fois regardé à l'époque quand j'étais en Gros-Sèvres, je pense à peu près 12 ou 14 fois le budget annuel pour acheter ce parc. Et je sortais cet élément lorsqu'il y a eu la votation pour la campagne Massey en ville, où la ville n'était pas intéressée, et puis je disais, mais enfin, les eaux vives, eux, ils ont mis 10 fois leur budget, la ville à l'époque c'était 500 millions de budget, donc ça faisait beaucoup d'argent, mais là, les autorités des eaux vives de l'époque ont été d'une clairvoyance qu'on doit encore saluer aujourd'hui, je pense. Parce que quand on se promène là-bas,
Eh bien, le parc, il est beau, il est entretenu, la ville fait ce qu'elle doit faire, mais le départ, il était largement pas évident. Il y a eu des parcs d'attractions, etc., des projets, puis finalement, heureusement, c'est resté un parc. Et puis là, il y a une belle collection de séquoias. Ils souffrent un peu de la chaleur, mais quand on leur met de l'eau, ça va mieux. Et puis, il y a aussi 2, 3 autres conifères magnifiques. Et puis surtout, au mois de mai, bientôt, il y a la descente de rhododendrons qui avait été offerte par des Hollandais qui étaient reconnaissants de la position de la Suisse pendant la guerre. Donc là aussi, c'est un parc un peu hétéroclite, mais son histoire, elle est magnifique. Puis quand on se promène là-bas, on l'a vu, elle est quand même assez exceptionnelle. Et ces arbres sont très beaux. Ici, pour arriver au bout, malheureusement, là, c'est la campagne Montrion-Grand-Saconnet. C'était un pin de Sabine, très rare, il vient de Californie. En Californie, il ne dépasse pas 5 à 10 mètres. Ici, il faisait 27 mètres. Et puis, il a été cassé par un orage, et puis après par l'âge aussi. Hein. Ensuite, il y a devant là, un marronnier chez Rothschild, et à côté un cèdre que je ne me souviens plus très bien où il est, celui-là, j'ai oublié. Là, c'est plus près de chez nous, le petit Saconnet, aussi un cèdre remarquable, des pins qui ont été gardés malgré les aménagements. Et ça me permet ici de montrer des sapins d'Espagne. Et ceux-là, ils ont été, heureusement qu'ils étaient d'Espagne, parce que je pense que s'ils ne venaient pas d'Espagne, ils n'auraient pas survécu à la construction de l'école. Tandis que là, vous voyez, on a fait un platelage pour les enfants, pour les élèves, et puis on a gardé les arbres. Bon, la commune s'en occupe bien, et ils sont en forme. Pourtant, ils sont dans des conditions un peu confinées. Mais pour montrer que ce Stabies pinsapo de Boissier, il est extrêmement résistant. Et devant, une magnifique souche d'un arbre à crayon, un Calocedrus, qui vient de l'ouest du Canada et des États-Unis, et qui était le bois dont Carandache faisait les crayons. Aujourd'hui, ils essayent de faire, c'est d'ailleurs superbe, c'est un très beau projet, avec des essences indigènes, hein, de l'arole, du hêtre, je crois de l'épicéa. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait les mêmes qualités, puis pas tout à fait les mêmes prix. Mais c'était aussi dans un souci d'utiliser les essences indigènes, donc c'est un très beau projet. Mais là, Calocedrus, un arbre magnifique. Alors voilà, en guise de conclusion, simplement, les espèces... Des fois, on a l'impression que quand on défend les espèces ornementales, on n'est pas pour les espèces indigènes. Mais c'est bien parce que les espèces indigènes se portent bien qu'on doit penser dans des endroits où c'est moins facile, on est moins en forêt, moins dans des conditions de chez nous, dans des conditions plus difficiles, que des essences qui poussent ailleurs, dans des conditions autres, sont peut-être mieux adaptées. C'est ce qui se passe avec le micocoulis en ville, aujourd'hui avec le chêne vert, pour ne citer que 2 exemples. Voilà, puis moi, alors, je m'engagerai, j'espère que ça se poursuivra, que l'histoire, la réputation dendrologique de notre canton puisse se poursuivre, se maintenir, ça c'est juste évident, mais même se développer. On va manquer de terrain, ça c'est sûr, mais on doit quand même se développer et penser à ça. Et finalement, la conclusion de tout ça, c'est que chaque plantation d'arbres, elle doit résulter d'une analyse et d'un choix adapté. Et puis ici, un platane au parc Maurepas, et le fameux cèdre magnifique de Satigny. Et puis, je regarde un peu ma montre. Ouais, je pense que c'est bon, vous avez été assez patient. Je vous remercie de votre attention. Et merci. Merci beaucoup, Roger, vraiment de cette conférence passionnante. On voit qu'il y a eu un chemin, une tradition qui est formidable dans un climat qui... Bon, d'abord, le terrain se rétrécit, le climat se réchauffe. Enfin, je pense que c'est un problème aussi. Et bravo de cet enjeu. Je pense qu'il y aura quelques questions dans le public. Donc, qui voudrait poser une question ? Ah ben, je vois que... Ah, voilà, madame. Attendez, il faut peut-être... Vous pouvez répéter votre question? Je crois que monsieur a entendu. Oui, le plateau de Champel. Oui, le ravage du plateau de Champel. Écoutez, une ville se développe. À l'époque, James Fazy, il a cassé les fortifications
François Longchamp avait l'habitude de dire « Carcassonne n'a pas cassé ses fortifications. Genève les a cassées. Tout le monde vient à Genève, personne ne va à Carcassonne. » Et puis pour moi, le CEVA, c'est dans la même logique. Alors après, bon, on peut discuter de savoir si on doit se développer pour devenir 2 millions à Genève. On ne sera pas d'ailleurs. Mais voilà, au moment, on fait un CEVA, on fait des gares. On ne va pas faire des gares tous les 15 km. Donc, on ne va pas abîmer des immeubles. On va pas... Donc voilà, je vois très bien la réflexion des urbanistes et des architectes, même des ingénieurs. En plus, c'est à côté de l'hôpital, il y a un tunnel dessous. J'espère qu'on plantera des beaux arbres ailleurs. Normalement, il y a une collection de chênes qui est prévue autour, donc ça ne sera pas totalement déboisé. Oui, monsieur. Et, Non, ça, disons, il faut bien imaginer que Genève, juste après Jésus-Christ, comme ça, c'était que de la forêt, à part où il y avait le Rhône et l'Arve. Et ensuite, c'est l'homme qui a déboisé, qui a laissé des bois et qui a fait des champs. Et puis je pense quand même que par souvenir à ces forêts, de temps en temps, on a planté un arbre. Alors par exemple, en Suisse allemande, c'est sûr que pour la naissance d'un enfant, dans l'Emmental notamment, dans l'Oberland zurichois aussi, on plantait un tilleul. Sur Genève, et je pense que c'est quand même lié à De Candolle, eh ben, ces naissances et ces événements familiaux, on plantait plutôt un tulipier, une naissance qui vient des États-Unis, voire une espèce exotique, étrangère, pour montrer vraiment la différence, et que je pense qu'il y avait aussi le côté montrer qu'on avait voyagé, etc. Mais on ne plantait pas des arbres qui n'allaient pas devenir beaux. Hein. Je le tulipier, quand ça vient à 30 mètres, c'est magnifique, quoi. Mais c'est lié, bien sûr, tout le temps. Le côté symbolique de l'arbre, ça c'est une autre conférence. Hein. Et même qu'on laisse un arbre au milieu d'un champ ou en bordure, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Oui, j'avais une question. Je me suis promené il y a quelques jours au jardin botanique et j'ai vu qu'il y avait 5 magnifiques platanes qui sont alignés. Et je voulais savoir s'ils étaient considérés comme remarquables ou pas. Apparemment, ils sont plantés depuis le milieu du XVIIIe siècle. Ouais. Ils ont 2 siècles. Bon, c'est un alignement qui est absolument magnifique. Je pense qu'il y en a 1 ou 2 qui sont remarquables. Parce que après, il y a des gens qui ont fait un ouvrage, en Suisse allemand notamment, sur les alignements remarquables. Il y en a un autre qui a fait sur les vieux arbres, les ancêtres. Ceux du jardin botanique, ils sont super bien suivis. La circulation dessous, même pour les jardiniers, elle est quasiment interdite. Le piétinement, il est, comment je vais dire, maîtrisé. Et ces arbres, ils ne sont pas très hauts. C'est des magnifiques platanes qui n'ont jamais été malades. Hein. De temps en temps, ils ont des petits trucs, mais c'est rien. Et puis, mais je ne crois pas qu'il y en ait un qui soit particulièrement remarquable, parce que les platanes remarquables, ils sont isolés. Mais ils sont beaux, hein. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas taxés remarquables par le petit homme que je suis qu'il ne faut pas aller les voir. Hein. Oui, alors une autre question. Sans parler de remarquables, quel est l'avenir des arbres de baby-plage? Les arbres de baby-plage. Ouais, je ne sais pas, il faut demander à celui qui a mis le feu. Non, alors je pense que là, d'ailleurs, c'est très compliqué. Déjà rien que la situation. Les arbres, ils appartiennent à l'État, mais c'est la ville qui entretient, qu'on a fait une place de jeu extrêmement fréquentée, parce que c'est bien fichu. Bon, enfin, c'est pas la ville qui a pensé à la place de jeu, c'était un monsieur. Et puis ensuite, la ville a été obligée de reprendre. Hein. C'est souvent comme ça, quand il y a l'engouement populaire pour un truc, ben, la politique fait qu'elle suit, quoi. Des fois, elle devrait être en avance, mais des fois, elle suit. Enfin, souvent, elle suit. Et puis là, ben, il y a eu le feu. Le platane, il a une écorce extrêmement mince. Les cellules qui font la vie de l'arbre se trouvent juste sous l'écorce. C'est le cambium, les cellules régénératrices. Et bien celles-là, elles ont été touchées. Ça aurait été un séquoia qui a 20 cm d'écorce, puis qui a vu en 2000 ans, je ne sais pas combien d'incendies, il n'y aurait pas de problème. Mais là, on va voir pour sécuriser ces branches le plus possible. Mais moi, je pense qu'ils sont condamnés.
Mais maintenant, évidemment, je ne veux pas moi dire, allez, bon, les abats et tout, donc je dis quand même à la ville, soyez attentifs. Alors eux, ils aimeraient qu'on prenne... C'est toujours la même chose, c'est comme le Rhône et les baignades. Hein, quelqu'un dit qu'il faut y aller, puis l'autre dit, ouais, mais c'est qui le responsable? Et là, c'est un problème de responsabilité. Mais on va, disons, avec les techniciens arbres, on a déjà fait 2 expertises, il y a quand même une grosse partie de l'écorce qui a été touchée, donc là, c'est sûr que ça va mourir. Mais l'arbre, il est suffisant, enfin les deux, ils sont suffisamment grands, ou 3, suffisamment grands pour avoir encore de la possibilité d'avoir de la sève qui peut aller dans la couronne. Alors, cet été, je suis sûr qu'il va être vert, parce qu'il a des réserves. Mais on verra comment il va réagir, on va le suivre de très près. Puis après, si vous le laissez, puis vous dites au gamin, il ne faut pas aller dedans, ça va être très compliqué. Donc on va voir. Mais là, je pense qu'il faut... On va être très attentif. La ville elle est au courant. Hein. Ils ont des gens qui s'en occupent très bien. Donc, on va suivre ça de près. Mais ils sont aux soins intensifs, c'est sûr. Vous avez parlé tout à l'heure de cèdres au Petit Saconnet. Je ne sais pas si vous parlez de ceux qui sont à Riant-Parc, chemin Riant-Parc. En tout cas, c'est une zone villa qui probablement va être construite. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour protéger ces magnifiques cèdres, ou comment est-ce qu'on peut se mobiliser, nous, en tant qu'individu lambda? Alors, je vais être très clair. Hein. En tant que fonctionnaire d'État, département du territoire, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Il y a un peu de politique là-dessous. Je pense que ce n'est pas le lieu pour faire ça ici, disons. Hein, mais c'est sûr qu'il faut s'en occuper, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est la même chose que pour le CEVA, hein, c'est des choix. Si on veut faire le CEVA avec une gare en ville, ben, c'est vrai qu'il y avait des beaux séquoias, ça m'a fait mal au cœur. Hein. Voilà. Sauf que c'est moi qui les ai plantés. Donc. Voilà, une ou deux questions, parce que je crois que notre conférencier a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, très intéressant. Je vous passe, madame. Bonsoir, monsieur. J'avais une question sur les cèdres du Liban que je trouve magnifiques. Dans le micro, est-ce que vous avez constaté les magnifiques cèdres qu'il y a à Versoix et à Port-Choiseul, qui auraient été plantés au XVIIIe siècle? Ils en ont eu beaucoup, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Ça m'intéresse beaucoup. Je voulais savoir si aujourd'hui c'est considéré comme un arbre indigène, et est-ce qu'on en plante encore? Est-ce que vous allez en planter encore à Genève comme on le faisait à cette époque? Alors écoutez, les cèdres, ce n'est pas un arbre indigène. Mais maintenant, dans la nouvelle nomenclature, avant on parlait du cèdre du Liban, le cèdre de l'Atlas, Afrique du Nord, il y a le cèdre de Chypre, qui est un peu plus petit avec des aiguilles plus petites, puis le cèdre de l'Himalaya. Aujourd'hui, la phylogénie et les nouvelles études liées notamment à la génétique montrent que c'est tout le même groupe. D'ailleurs, comme les sapins, il y a le sapin d'Espagne, le sapin du Maroc, le sapin de Grèce, de Macédoine, et puis de Turquie, c'est tout le même groupe génétique qui après se sont spécialisés ou se sont différenciés au fil des centaines d'années. Mais aujourd'hui, pour le cèdre, on parle de cèdre du Liban, et on dit qu'il y a une variété de l'Atlas, une variété à Chypre, et puis même le cèdre de l'Himalaya, c'est un peu différent parce qu'il est plus loin, puis il est un peu différent. Mais c'est vrai que si vous regardez des vieux cèdres de l'Atlas et des vieux cèdres du Liban, mais qui ont 250 ans, eh bien, ils se ressemblent beaucoup. Ça, c'est sûr qu'ils se ressemblent beaucoup. Alors ça, aujourd'hui, on est content de savoir sur certains cèdres qui ont une histoire, qui sont arrivés par Kew Garden, par le Jardin des Plantes, par le Jardin botanique, parce que c'est des pures souches. Alors qu'après, dans les pépinières, et même naturellement, le cèdre du Liban et le cèdre de l'Atlas, ils s'hybrident sans aucun problème. Le pollen de l'un va sur les fleurs de l'autre, et puis ça germe très bien. Vous voyez bien, en décembre, tout est jaune, suivant les années. Et les graines, quand elles tombent après, elles s'envolent, quand les cônes s'ouvrent. Et souvent, même dans les parcs publics, il y a des jeunes cèdres. Le problème, c'est que vous ne savez pas si c'est du Liban, de l'Atlas, et c'est du mélange. Et le fait qu'ils peuvent se mélanger, c'est bien la preuve que ce n'est pas des espèces à part. Vous avez entendu hier soir, il y a une nouvelle chauve-souris qui a été découverte. Ça fait 1000 ans qu'elle est là, mais enfin, on l'a découverte. Puis j'étais avec le conservateur, puis je me fiche un peu de lui. Je dis, vous êtes réveillé comment? Puis il m'a très vite repris en me disant, oui, mais mon cher monsieur, aujourd'hui, la génétique montre la différence. On ne la voyait pas avant. Et on sait que c'est des espèces différentes, parce que même si elles ont la même allure, elles ne peuvent pas s'hybrider. Et donc, les cèdres, c'est le contraire, parce qu'ils s'hybrident, donc c'est bien clair qu'il y a une souche commune. Et puis maintenant, planter des cèdres, ben bien sûr, mais quand vous avez un jardin avec 100 mètres carrés, vous faites quoi? On ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'il faut discuter avec les propriétaires terriens, les agriculteurs, les communes qui ont des terrains pour qu'on puisse mettre des arbres comme ça.
Voilà, il y a encore monsieur là-bas qui a le micro. Oui, bonsoir. Je voulais juste rebondir à la remarque que madame vient de faire sur l'arbre remarquable du village du Petit-Saconnet pour dire qu'il y a un référendum cantonal en cours pour sauver ces arbres et pour sauver le village du Petit-Saconnet. Voilà, je vous remercie. Et on est juste ici à l'entrée si vous voulez signer des feuilles. Vous pouvez nous trouver à l'entrée si vous voulez signer des feuilles. Merci. Bien, je remercie encore beaucoup Roger Blair. Merci. Alors, je vais lui remettre une carte de membre pour l'année 2019, en le remerciant encore de tout son temps, ainsi que « Et Genève devient Suisse » de Marie-Nicolette Gognalan, qui est encore la présidente donc, de notre section. Heureusement qu'on est devenu, puis heureusement qu'on est resté surtout. Voilà, alors nous vous attendons volontiers au salon, au bar, pour partager un moment convivial et boire à votre convenance un petit peu de vin. Bonne soirée, merci encore.